Maintenant qu'on a vu ensemble les prérequis pour pouvoir démarrer le projet, je vous invite à vous rendre dans le fichier index.html. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai changé le titre pour y mettre la valeur barista. Puis, on va pouvoir se rendre maintenant dans le fichier index.ts et comme vous pouvez le voir, je l'ai vidé de son contenu. J'ai également enlevé le fichier hello.ts qui était là uniquement à titre d'exemple. Comme vous pouvez le constater ici, le script JavaScript se situe dans la balise head. C'est-à-dire que si l'on fait en sorte de mettre à l'heure actuelle des balises au sein de la balise body, il va y avoir un problème. Le HTML se lit de haut en bas. C'est-à-dire que le moteur de rendu va interpréter tout ce qu'il voit, depuis le haut, vers le bas. Donc au moment où s'exécutera notre script JavaScript, le contenu de la balise body n'existera pas. C'est pour ça que nous allons démarrer notre script à partir du moment où le navigateur nous envoie l'événement load. Pour ce faire, nous allons créer une fonction que nous nommerons init au sein de notre fichier .ts. Cette fonction init va contenir un petit console log. Hello world. Enfin, nous allons ajouter un écouteur d'événements à l'objet window, à l'aide de window.addEventListener. On a dit que l'on écoutait l'événement load et que l'on déclenchait la fonction init. Comme ça, on est sûr et certain que notre script s'exécutera au moment où l'ensemble des données associées à la page HTML, c'est-à-dire les images, les autres balises, etc., seront disponibles et prêts à être utilisés. Maintenant que l'on est sûr de pouvoir utiliser notre HTML dans de bonnes conditions, on va pouvoir ajouter la balise canvas. Et on lui donne comme ID barista. Une fois que l'on a ajouté la balise canvas, on peut directement aller l'obtenir à l'aide d'un document.querySelector. Donc, let canvas est égal à document.querySelector de canvas. Et on peut vérifier que cela marche en l'envoyant à la console. Une fois que l'on a obtenu notre résultat, on peut tout simplement ouvrir la page HTML. Comme on peut le constater, il suffit d'ouvrir la console afin de voir si cela a bien fonctionné. On voit bien ici notre balise canvas, et enfin on voit bien qu'on a réussi à la récupérer ici. Cela signifie que notre script JavaScript s'est déclenché après que la page web se soit chargée, ce qui est ce que l'on veut. Maintenant qu'on est sûr de pouvoir travailler avec le DOM, on va se créer une petite fonction que l'on va nommer getCanvas. Comme ça nous permettra de l'obtenir quelle que soit la fonction où on se trouve, sans avoir pour autant à manipuler des variables globales ou des objets pour l'instant. Donc, on retourne l'appel à document.querySelector. Et enfin, on le stocke dans notre balise canvas. On relance le build. Une fois le build réalisé, on recharge notre page et on voit que l'on a bien notre balise canvas dans la console. Notre fonction utilitaire est donc fonctionnelle. Maintenant que l'on sait récupérer le canvas, il faut pouvoir dessiner à l'intérieur. Pour ça, il suffit de récupérer son contexte de dessin à l'aide de la méthode getContext. LetContext est égal à canvas.getContext. Et comme on peut le voir, la méthode getContext prend un paramètre.
Ce paramètre vaut par défaut 2D, c'est le mode que l'on va utiliser. Pour celles et ceux qui connaissent déjà, si l'on précise que l'on souhaite un contexte WebGL, alors on pourra avoir accès à la puissance de la carte graphique. Mais ça sera pour un autre cycle. Aujourd'hui, on va utiliser l'API contexte 2D. On peut même partir du principe que si on arrive à récupérer le canvas depuis n'importe où grâce à la fonction getCanvas, alors il est tout à fait possible de récupérer le contexte de la même façon. Pour ça, on crée une fonction getContext qui fait tout simplement un getCanvas de getContext 2D et on retourne le résultat. Et hop. Comme ça, chaque fois que l'on voudra utiliser le contexte, on ne sera pas obligé de se retaper tout ceci, même si c'était pas très long. Maintenant qu'on a récupéré le contexte, on va dessiner avec. L'API HTML5 fournit un lot de fonctionnalités associées à l'objet de type contexte qui nous permet de dessiner plein de formes géométriques, sans avoir systématiquement recours à des images, et c'est ça l'intérêt. On va commencer tout simplement par dessiner une ligne verte de 5 pixels d'épaisseur. Avant toute opération de dessin en HTML5 Canvas, il nous faut démarrer avec un Begin Path. Begin Path, comme son nom l'indique, permet de créer un nouveau chemin. Ensuite, nous allons déterminer l'épaisseur de la ligne que l'on souhaite dessiner. Ici, c'est 5 pixels. On va donc définir la propriété LineWidth, littéralement épaisseur de la ligne, à 5. Notez bien que l'on n'est pas obligé de préciser l'unité, ce sera toujours du pixel. Ensuite, on précise à partir de quelles coordonnées x et y on souhaite dessiner. Ici, je vais donc utiliser move_to. Comme on peut le voir, move_to prend deux paramètres, x, qui est en pixels, et y, qui est en pixels aussi. Je vais donc démarrer à partir des coordonnées 10 et 10. Je vais maintenant relier ma coordonnée 10-10 à une autre coordonnée à l'aide de line_to, c'est-à-dire que je dessine entre les coordonnées 10-10 et les coordonnées que je vais donner ici. Je vais donc dessiner en 10-100, ce qui me fera une ligne verticale. Puis je vais définir maintenant le style de la ligne à l'aide de la propriété StrokeStyle. Et je vais lui donner une couleur verte. Et enfin, je vais terminer en invoquant la méthode stroke de l'objet de type contexte. Je vais relancer le build. Une fois le build fait, je peux maintenant aller vérifier le résultat au sein de la page HTML. Il me suffit de rafraîchir le rendu, et comme je peux le voir, j'ai bien une ligne verte qui s'affiche. On peut voir également que par défaut mon canvas possède une largeur et une hauteur de 300 par 150. Ce qui serait bien, ce serait que l'on puisse modifier la largeur et la hauteur de ce canvas. Pour ça, on va se rendre ici, dans Init, et on va redéfinir la largeur et la hauteur du canvas en redéfinissant les propriétés width et height de ce dernier. Ici, on va utiliser les dimensions largeur 640, hauteur 480. On relance le build et on rafraîchit notre page web. Comme on peut le voir ici, notre canvas est beaucoup plus gros. Il fait exactement une largeur de 640 pixels et une hauteur de 480 pixels. Comme vous pouvez le constater, la ligne
se dessine depuis les coordonnées 10, 10. Attention, la coordonnée X va bien de gauche à droite, mais la coordonnée Y ne remonte pas. En effet, plus la valeur de Y est grande, plus elle descend vers le bas. Donc ici on a coordonnée Y égale 0, Y égale 0 tout en haut du canvas, et en bas du canvas on a coordonnée Y égale 480. Maintenant revoyons rapidement ce que l'on a comme code. Ici, on a une méthode qui permet de commencer un nouveau chemin. Donc, créer un nouveau path. En vérité, ici, il s'agit d'un chemin vectoriel. Les graphistes qui ont l'habitude de manipuler des chemins vectoriels comprendront tout de suite de quoi il s'agit. Mais pour le coup, il s'agit d'une série de points et d'opérations à appliquer entre ces points. Ici, on définit l'épaisseur de la ligne. Unité forcément pixel. On bouge vers les coordonnées x est égal à 10 et y est égal à 10 sans rien dessiner. On dessine une ligne depuis notre point de départ vers le point d'arrivée. Donc x est égal à 10, y est égal à 100. On définit la couleur de la ligne. Ici, c'est du vert. Et enfin, on appelle la méthode stroke, qui va se charger d'exécuter l'ensemble des commandes que nous avons utilisées depuis que l'on a invoqué beginPath. Si l'on commente l'appel à cette méthode, rien ne se produit. L'appel à stroke permet de fermer le chemin créé par beginPath. Et ici, on détermine les dimensions du canvas. Il s'agit donc de notre premier dessin. Maintenant, on va passer à autre chose. Passons maintenant au dessin d'un cercle. Comme on peut le voir ici, on a conservé l'appel à beginPath qui nous permet de créer un nouveau chemin. Maintenant, on va devoir définir les règles qui nous permettent de dessiner un cercle. Contrairement à la ligne, le cercle est une figure pleine. On va donc définir un style de remplissage. Ce style de remplissage, on le définit lorsque l'on définit la propriété fillStyle et on lui donne un code couleur. Je vais mettre un code couleur rouge. Une fois le code couleur défini, il faut que je bouge à l'endroit où je souhaite dessiner mon cercle, c'est-à-dire en son centre. On bouge notre premier point de chemin vers le centre du cercle. Pour la bonne et simple raison que par défaut, lorsque l'on définit un chemin, si l'on ne précise pas le point de départ, eh bien ce sera le point aux coordonnées 0, 0 qui sera pris. Là, ce sera
le centre de notre cercle. Ça nous évitera plus tard d'avoir une grosse ligne qui va se tirer entre les coordonnées 0, 0 et le centre de notre cercle, ce que l'on ne veut pas. On emploie donc move to. Comme centre de cercle, je vais tout simplement employer le centre du canvas, donc ici 320-240, puisque je suis sur un canvas de largeur 640 et de hauteur 480. Une fois que ça c'est fait, je peux commencer à dessiner mon cercle. À l'aide de la méthode arc. La méthode arc demande pas mal de paramètres. Le paramètre x ici, c'est le centre du cercle sur l'axe des x, donc ici 320. Même chose pour l'axe des y. Le radius, donc c'est le rayon, on a dit 50 pixels. L'angle de départ, c'est 0 pour nous, puisqu'on souhaite faire un cercle complet. Et enfin, l'angle d'arrivée, donc 360 pour un cercle complet. Seulement, ici, on ne raisonne pas en degrés, on raisonne en radians. Pour convertir un angle en degrés vers son équivalent en radians, il suffit de multiplier l'angle en degrés par math.pi et de diviser le tout par 180. Le dernier paramètre, quant à lui, c'est le paramètre anti-clockwise qui nous permet de dessiner dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Si ici je précise que ce paramètre vaut true, alors je dessinerai mon cercle dans le sens anti-horaire. Je vais laisser la valeur par défaut qui est false. Et enfin, je vais remplir mon cercle. Je relance le build. Une fois le build passé, je vais vérifier le rendu au sein de ma page HTML. Comme je peux le voir ici, j'ai bien dessiné mon cercle rouge au milieu de mon canvas. Maintenant que l'on sait dessiner un cercle, on va pouvoir apprendre à dessiner un rectangle. Je vais donc effacer l'appel à context.arc et l'appel à context.moveTo. Je garde le begin path et le fitstyle, pour la bonne et simple raison qu'ils de toute façon ils sont nécessaires. Le rectangle étant une figure pleine, on doit définir un style de remplissage. Le context begin path me permet de démarrer un nouveau chemin de dessin, et enfin context.fill va me permettre de remplir mon chemin et de fermer au passage ce dernier. Je vais donc faire appel maintenant à la méthode qui me permet de dessiner un rectangle. Ce rectangle, on va le dessiner avec fillRect. Alors ici, on va préciser les coordonnées du coin en haut à gauche du rectangle. Donc ici, je vais mettre mon rectangle aux coordonnées, je sais pas, moi, bah tiens, 320-240, hein, comme tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que le coin en haut à gauche de mon rectangle sera au centre du canvas. Puis je précise que je veux dessiner un rectangle de 100 pixels de largeur pour 30 pixels de hauteur. Je relance le build. Une fois le build passé, encore une fois, je vais vérifier mon rendu. Comme je peux le voir ici, j'ai bien mon rectangle rouge dont le coin haut à gauche démarre au centre de mon canvas.